Bonjour Pierre Laurin, merci de répondre à nos questions. Quels sont les enjeux de ce nouveau scrutin exactement? Bonjour. Les enjeux viennent d'être définis d'une manière très bien. Il s'agit maintenant d'entrer dans une nouvelle phase de la vie politique russe. Jusqu'à présent, les choses se déroulaient selon un principe qui était directement inspiré de la Ve République française, c'est-à-dire un président qui décide de tout, avec un gouvernement qui exécute, un parlement qui enregistre et une participation de la population relativement limitée en dehors des élections. Maintenant, on passe dans un système que l'on peut qualifier de semi-parlementaire, c'est-à-dire que le Parlement, la Chambre basse en tout cas, la Douma, va choisir le Premier ministre en fonction des rapports de force à l'intérieur du Parlement. Il est très clair que là, étant donné que le parti présidentiel Russie Unie va remporter vraisemblablement les élections d'une manière relativement large, moins large que la dernière fois, mais confortable, que le parti présidentiel aura la majorité absolue, mais peut-être pas la majorité qualifiée pour changer la Constitution, ce qu'elle avait jusqu'à présent. Donc le Premier ministre viendra de cette formation, mais il sera chargé de gérer lui-même, enfin avec le gouvernement, les dossiers économiques et sociaux du pays. Le président, lui, supervisant, ayant, disons, de ce point de vue-là, un rôle plus en retrait. Il ne se mêlera pas de ces questions, sauf pour inciter à aller dans un sens ou dans un autre. En revanche, il conservera les portefeuilles régaliens, les affaires étrangères, la défense, la sécurité, et ce sera lui qui s'occupera de ces dossiers. Donc il y a une sorte de partage des tâches qui n'est pas exactement celle qui avait lieu jusqu'aujourd'hui ou qui se manifeste dans les pays, dans les régimes présidentiels comme justement la France. Pierre Laurin, vous avez évoqué le camp présidentiel. Certains sondages prévoient des scores en baisse pour Russie Unie, même si le parti au pouvoir conserverait une majorité au Parlement. En quoi est-ce que ça peut modifier le rapport de force entre l'opposition et le pouvoir? Quid de la popularité de Vladimir Poutine en Russie? La popularité de Vladimir Poutine, qui était très élevée au moment de l'affaire de Crimée et le rattachement de la Crimée, puisqu'il atteignait 80%, maintenant est à peu près entre 60 et 65%. Donc cette popularité lui permet effectivement de continuer à peser d'une manière considérable sur la vie politique. Il permet également, cette popularité permet également à Russie Unie d'obtenir un résultat qui sera certainement très honorable, mais effectivement, on n'a pas la dynamique du rattachement de la Crimée, et en plus, ces dernières années ont été marquées par différents problèmes intérieurs, en particulier une réforme des retraites qui est très mal passé, qui était indispensable, mais qui est très mal passé auprès de l'opinion, et qui d'ailleurs a coûté complètement sa popularité au Premier ministre Medvedev. Dimitri Medvedev a complètement disparu des élections. Il ne se présente pas dans la liste fédérale parce que c'est aujourd'hui, Medvedev est un boulet, alors que c'était quelqu'un qui était présenté comme quelqu'un de très dynamique et de positif jusqu'à présent. Maintenant, ce sont des valeurs sûres de Russie Unie qui dirigent la liste, c'est-à-dire le ministre de la Défense Shoigu, qui avait d'ailleurs déjà participé comme tête de liste aux élections il y a quelques années, et le ministre de l'Intérieur, Lavrov. Et ces deux personnalités représentent en gros d'un côté... Sergueï Lavrov. Le ministre des Affaires étrangères, exactement. Et ces deux personnalités représentent d'un côté la force et de l'autre côté l'agilité diplomatique de la Russie, parce que Lavrov est l'une des personnalités russes qui est le mieux reconnue sur le plan international et qui se débrouille très bien.
Justement, sur le plan international, un mot aussi sur l'ingérence. On l'a vu avec le duplex d'Antoine Clairaut, notre correspondant à Moscou. Les autorités russes se disent vigilantes. Qu'en est-il réellement ? Là, elles se disent vigilantes parce que il est très clair que on a beaucoup parlé des ingérences russes dans les élections américaines ou dans les élections d'autres pays, mais c'est vraiment dérisoire par rapport aux ingérences des pays occidentaux dans les élections en Russie ou dans d'autres pays d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a d'une part un financement des partis, de certains partis politiques, qui maintenant est complètement interdit, et les partis qui reçoivent, ou les groupes qui reçoivent des financements de l'étranger sont qualifiés d'agents étrangers, comme cela se pratique d'ailleurs aux États-Unis. Donc ils ne peuvent pas participer aux élections, ce qui empêcherait normalement l'organisation de manifestations dans le genre, comme celles qui se sont passées en Ukraine, la Révolution orange, ou en Serbie, ou plus tard en Géorgie ou en Biélorussie. Il n'y aura pas de possibilité de permettre à des organisations pilotées par l'étranger de créer des problèmes en Russie. En revanche, et c'est très important pour les autorités russes, ces élections doivent être irréprochables. Une fois que les partis éventuels de l'étranger ont été éliminés, il faut que la loi électorale soit respectée et qu'il n'y ait pas d'accusation de fraude, ou en tout cas de fraude massive, parce que la fraude, hélas, dans un pays comme la Russie, tellement étendue, et où les autorités locales, par moments, tiennent à se faire bien voir du pouvoir, la fraude est pratiquement inévitable. Mais il faut qu'elle reste dans une limite. Comme ça s'était passé en 2016, les élections de 2016 avaient été très honnêtes et il n'y avait pas eu de contestation véritable, à part quelques broutilles comme celle que je viens de dire. Merci Pierre Laurin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain, spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS.